Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Midi 13h, André Berkoff. Et nous allons parler d'un certain jour de janvier 2019, quand un boxeur de son état professionnel a affronté des CRS. Et ça a fait un très gros événement, mais après ça a disparu. Or, il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de choses et ça nous amène, c'est le miroir qui réfléchit sur les violences de part et d'autre et aussi comment on traite l'information et comment les princes qui nous gouvernent traitent eux-mêmes la manière de présenter ça au bon peuple. Christophe Détinger, qu'est-ce qui s'est vraiment passé? On en parle. Ouais. Ici Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Ça ne fait jamais que 6 mois qu'un certain nombre de gens portant un gilet de couleur jaune se réunissent, manifestent 6 mois. Et on en a parlé partout. Vous vous rappelez les adjectifs d'un côté extrême droite, peste brune, xénophobe, antisémite, raciste. N'en jetez plus, la coupe est pleine. Et puis il y a eu un certain jour de janvier 2019, quelque chose de très spécial qui est arrivé. Quoi ? On en parle. 4 boules de cuir tournent dans la lumière de ton œil électrique. Box, box, au déesse de pierre. 4 boules de cuir, mes poings contre les cieux. Ouais, la chanson de Nougaro, la chanson très connue de Nougaro, et on en parle pourquoi ? Eh bien parce qu'on va parler d'un boxeur gitan, du gitan de Massy, Christophe Détinger, qui s'est retrouvé, on a tous vu, tout le monde a vu évidemment les vidéos, en tout cas une partie des vidéos, où il est allé affronter à coups de poing un certain nombre de gendarmes mobiles sur la passerelle Léopold Sédar Senghor. Qu'est-ce qui s'est passé ? On va en parler avec Antoine Peillon, qui est journaliste à La Croix, qui a écrit de remarquables bouquins sur une certaine corruption et qui vient de publier Cœur de boxeur, le vrai combat de Christophe Détinger aux éditions Les Liens qui libèrent. Et on va en parler aussi avec Philippe Deveul, avocat du collectif Robe Noire et Gilets jaunes et avocat de Gwenaëlle Antinori, qui était une des victimes de la manifestation où effectivement était Christophe Détinger, et on va aussi en parler avec Didier Maisto, qui est le PDG de Sud Radio. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Eh bien, on va revenir à cette journée du 19, je crois c'est le 19 janvier, non, le 5 janvier, pardon. Alors Antoine Peillon, dites-nous comme ça en résumé, hein, on a beaucoup de choses à dire, mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Alors bonjour. Bonjour Antoine. Ce jour-là, Christophe Détinger, effectivement champion de France de boxe de nombreuses années, manifeste, c'est l'acte 8 des Gilets jaunes, à Paris. Il vient de l'Essonne, avec son épouse, des amis, et il constate qu'à nouveau, les violences policières redoublent dès le début de la manifestation. Il s'engage avec certains autres sur la passerelle Léopold Sédar Senghor pour passer, et un barrage de gendarmes mobiles essaye de les en empêcher, alors qu'il n'y a aucun motif légal de les empêcher de passer. L'atmosphère chauffe, il commence à boxer un premier gendarme, il tape dans la visière et sur le sommet du bouclier. Le gendarme recule. Mais il le boxe pourquoi ? Il le boxe parce que... Non, c'est sur le deuxième événement qu'il y a le fait qu'il va sauver une autre personne. Mais là, il boxe pour pouvoir passer, pour pouvoir se dégager. Il a basculé, il est pris dans une sorte de souricière et il avance. Il essaie de se dégager. Et il le fait, et c'est l'image qu'on a principalement tous vue, en boxeur, avec un style immédiatement reconnaissable et même beaucoup d'élégance. Professionnel, champion de boxe anglaise. Et en l'occurrence, sur cet événement, il ne cogne pas. Il ne cogne pas. La preuve en est le certificat médical qui a été établi sur ce premier gendarmerie. Deuxième scène, il vole au secours d'une dame, Gwenaëlle Antinori, qui se retrouve jetée au sol par les gendarmes mobiles et qui commence à être rouée de coups, et elle a décrit ça très précisément, par un de ces gendarmes mobiles. Là, il se précipite, d'après le témoignage de Gwenaëlle, donc on va, je pense, entendre tout à l'heure, et puis des vidéos multiples et variées, il se précipite, il tire le gendarme par derrière, et oui, il donne malheureusement des coups de poing et même des coups de pied sur le gendarme en question, lequel d'ailleurs est appelé à la raison par un de ses collègues. Il dit arrête de taper cette dame. De taper sur cette dame, oui. Et là, les gestes sont des gestes beaucoup moins maîtrisés, qui sont des gestes violents et qui, en conséquence, génèrent
non pas des blessures, parce que ce ne sont pas de véritables blessures, mais des marques très importantes sur le 2e gendarme mobile. Voilà, ça, ça se déroule en l'espace de, au total, 5 minutes. Mais ils ont eu quand même 2 semaines d'interruption de travail. Il y en a un qui a eu 2 jours. 2 jours, oui. L'autre, 15 jours, effectivement. J'ai sous les yeux à la fois sa déposition, où il dit que les coups portés par Détinger Christophe sont faits pour tuer, ça c'est sa déposition, c'est son témoignage de ce gendarme, et d'autre part le certificat médical qui a été établi pour lui, et où l'on voit des ecchymoses, notamment sur la cuisse, sur une des cuisses principalement, et sur le haut du bras, jusqu'au... Mais pas de blessure. Mais pas de blessure profonde. Non, pas de fracture, pas d'invalidité véritable, etc. Antoine Peillon, avant de donner la parole à Philippe Deveul et à Didier Maistot, je voudrais qu'on entende justement, puisque c'est là, et puisque ça s'est joué là, je voudrais qu'on entende Gwenaëlle Antinori. Elle était là. Bonjour, Madame Antinori. Bonjour. Bonjour. Vous étiez effectivement sur cette passerelle à ce moment-là. Alors, pour vous, on voudrait voir, qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Nous, on marchait en famille, on s'est retrouvés nassés. Oui. Coincés donc sur cette passerelle. Vous étiez sur la passerelle, vous aussi, c'est ça ? On avançait normalement sur la route et on s'est retrouvés au niveau de la passerelle. On était en milieu de base de manif, on s'est retrouvés devant. D'accord. En famille, j'étais donc en famille, et puis il y a une première rangée devant nous qui a essayé de passer, qui s'est fait gazer. Oui. Une deuxième. Nous, on s'est retrouvés poussés, donc on s'est retrouvés pile devant les gardes mobiles. Oui. Et là, il y a un monsieur qui a levé sa matraque, un de ses collègues qui a mis une main de chaque côté de mon épaule pour essayer de me protéger, et qui a dit à son collègue, ne la frappe pas, ne la frappe pas. J'ai pris des coups de matraque. Son collègue a essayé de l'arrêter en mettant sa main entre lui et moi. Ouais. Donc il a dû se prendre des coups de matraque, je pense. Il m'a couché au sol pour me protéger. Son collègue a continué à me frapper avec des matraques et ses pieds, ses chaussures croquées. Donc, vous a donné des coups de pied quand vous étiez couché à terre. Un coup de pied, oui. Le monsieur a continué au sol. J'ai reçu au niveau de ma poitrine, j'ai eu mon cancer du sein, donc j'ai toujours mal. Les côtes ont pris. J'ai un emphysème, donc j'étais pas loin du décollement pulmonaire, et ça, on en meurt immédiatement. Et monsieur Détinger est arrivé et a enlevé le policier, le gendarme mobile qui était sur moi, parce qu'il s'arrêtait pas et que son collègue n'arrivait pas à le stopper. Donc monsieur Détinger l'a vraiment enlevé et m'a sauvé, parce que sinon j'y passais réellement. Vous pensez que vous étiez, vraiment en danger de mort? Oui, parce que j'ai un emphysème et une BPCO, et des coups où un choc fait un décollement de poumon. Un poumon décollé, vous pouvez s'imaginer ce que ça peut faire. Et dites-moi, vous avez, quand Christophe Détinger donc a dégagé le gendarme, vous avez pu partir à ce moment-là? Vous avez pu quitter tout de suite, ou qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'étais toujours en boule au sol. Oui. Avec tout le mouvement qui se passait autour. Et j'ai un ami qui était là ce jour-là, qui m'a attrapé par mon sac à dos, la poignée de mon sac à dos, qui m'a tiré comme ça, au sol, à 4 pattes, comme font les militaires, vous savez. Ouais. Et je me suis retrouvé sur le poteau qui est en bout de pont, et parce que je me suis fait, j'ai mes cordes respiratoires, pardon, au niveau de la respiration, qui se sont stoppées parce que j'ai une grave maladie au poumon. Et mon mari m'a retrouvé dans la foule et m'a tout de suite mis mes ventolines pour que je puisse respirer. D'accord. D'accord. Merci beaucoup, Gwenaëlle Antinori. C'était important, vraiment, et merci d'avoir témoigné, parce que c'était important de savoir ce qui s'est passé. Oui, Antoine Peillon? C'est très important ce qu'elle dit, parce qu'elle le confirme, elle a déjà donné ce témoignage, je l'ai publié aussi dans le livre. Christophe Détinger a agi en sauveteur, en véritable sauveteur. Il y a un titre de mon livre qui s'appelle « Sauver une vie », ça fait référence à des choses un peu spirituelles, mais c'est son attitude permanente. Christophe Détinger, que je connais bien maintenant, les témoignages que la justice a reçus, démontrent que cet homme vole systématiquement au secours des personnes qui en ont besoin. Que ce soit pour changer un pneu crevé, que ce soit pour faire traverser des personnes handicapées, que ce soit pour sauver une personne qui est peut-être en danger de mort. Et puis il était à la mairie d'Arpajon. Excusez-moi André, l'image qu'il a prise et qui est très forte. Il a dit, si quelqu'un attaque une femme dans un métro, si quelqu'un tente un viol, je suis là, je vole au secours, je ne peux pas m'en empêcher. Il faut comprendre la psychologie particulière de cet homme-là.
il est considéré dans sa région comme ce qu'on appelle un grand frère, mais au sens noble du terme. Je comprends. C'est celui qui porte toujours secours aux autres. Et en l'occurrence, il est victime de ce mouvement altruiste, de ce mouvement pour les autres. En même temps, effectivement, il le fait, et je crois que il est surtout victime de ce qu'il y a eu dans la fausse information, la désinformation. Juste, Philippe Deveul, vous êtes l'avocat de Thierry, bonjour. Vous êtes robe noire et gilet jaune, ça dit bien ce que ça veut dire. Alors pour vous, ce qui s'est passé, ça implique quoi? C'est un déni de justice, le fait qu'il ait été condamné à 18 mois, dont 1 an de prison ferme en semi-liberté? C'est une sanction que Christophe accepte puisqu'il a reconnu de la violence. Mais alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, elle est tout en symbole. Parce que les premières images qu'on a vues de la manifestation, de cet acte de janvier, début janvier, on montre sur BFM TV des images qui passent en boucle d'un boxeur qui s'en prend à des gardes mobiles. Et ces images sont choquantes. Pour l'ensemble des Français, ces images choquent. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un en train de boxer. Cela dit, ils sont quand même casqués. Oui. Enfin, bien sûr, mais c'est quand même des fonctionnaires des forces de l'ordre qui ont le pouvoir de la force publique et la violence légitime. Et pendant ce matraquage de tout ce week-end, moi j'ai regardé ça, j'ai dit le gars il en veut, il est chaud, et on le montre comme un hooligan. Moi j'étais à la manifestation, j'ai vu de loin à 300 mètres sur le pont se passer des choses. Je dis qu'est-ce qui se passe là-bas, mais j'avais pas une jumelle pour voir. Et quand je vois ces images, je dis en effet le type il est violent. Bon, combien même je suis gilet jaune et sympathisant du mouvement. Et c'est ce que se sont dit tous les Français. Ben oui. Et on dit on sait qui c'est un boxeur connu et il va passer, il va parler à la télévision avant de se rendre aux forces de l'ordre pour s'expliquer. Et ce qui m'a surtout étonné, c'est l'intervention du gouvernement qui a dit, et surtout par la voix de M. Darmanin, ministre du Budget, qui a dit il faudra une sanction exemplaire, sans connaître les tenants et les aboutissants du dossier. Alors que M. Darmanin était content de se prévaloir de la présomption d'innocence dans les affaires qui le concernaient peu avant. Bon. Alors, c'est un autre problème. Alors, je regarde ces images-là, et le lundi, je reçois un coup de téléphone, justement, c'est Madame Gwenelle Tinoï qui m'appelle et qui me dit, voilà, je suis la femme au bonnet rouge. Je dis, oui, très bien, mais quoi? Elle me dit, voilà, il faut que je vous explique la situation. Christophe Détinger m'a sauvé. C'est elle qui est venue vers vous? C'est elle qui est venue vers moi. Le téléphone a sonné dans l'après-midi, je dis, c'est important ce que vous me dites, parce que si c'est le cas, ça change tout. Et il faut que je vous voie très très vite, parce qu'il fallait faire très vite, puisque Christophe Détinger était déjà en garde à vue dans le 4e boulevard Bourdon. Et alors je la vois, j'ai dit il me faut des preuves matérielles, parce que moi je fais pas de magie. Et elle m'envoie évidemment les vidéos, je vois ça, et je dis en effet, l'histoire elle change. Parce que les images qu'on montre à la télévision, où on voit Détinger qui boxe dans le bouclier, puis après qui tape au sol un garde mobile, il y a inversion des images, parce qu'en fin de compte, celles-là sont vraies, mais il y a aussi autre chose. Exactement, il y a aussi autre chose. On n'a pas tout, comme le disent souvent les forces de l'ordre, en disant mais c'est un contexte, on n'a pas toutes les images. Et là, on n'avait pas toutes les images. Et là, quand on voit l'histoire, c'est Gwenelle tombe au sol, elle est frappée, elle est violentée par ce garde mobile, gendarme. Un autre garde mobile lui dit arrête, et c'est là que surgit Christophe Détinger qui sort le gendarme par le bras, le met à terre, le rosse. On peut dire le rossé. C'est là où il a rossé. Voilà, il a rossé. C'est-à-dire que, juste un mot, soyons absolument clairs. La première partie dont parlait Antoine Peillon, il boxe pour se dégager du cortège. Oui. Là où il donne des coups de pied. Non, c'est en fin de compte, c'est les coups de pied, le garde mobile au sol, c'est la première chose, c'est le premier acte de parce qu'après Christophe va aller sur la passerelle, il va sauver un autre manifestant, il va sauter du pont, et là c'est là où il va boxer dans le attendez, pour être très précis, parce que c'est important. Ouais. On a parlé d'abord il a boxé pour se dégager. Non, mais ça c'est après. C'est le deuxième acte. C'est le deuxième acte. C'est le deuxième acte. Mais c'est comme ça que ça a été présenté dans les médias. Parce que là, on a compris que c'était ça au départ. Dans mon livre, c'est présenté dans le bon ordre. Voilà. Mais c'est pas grave, parce que bon, c'est le contexte. Donc en fait, il n'y avait pas tout le contexte. Il n'y avait pas tout le contexte. Didier Maistre, vous avez... ça nous inspire quoi, ça, quant à la présentation? Nous, on est un média, Sud Radio, on est un des médias. Où le bas blesse dans cette présentation? Mais comme vous le savez, André, l'acte déclencheur pour lequel je marche depuis plusieurs mois avec les Gilets jaunes, c'est la distorsion que je voyais en recevant des Gilets jaunes à la radio. Je les entendais parler, j'entendais ce qu'ils défendaient, et le rendu qui en était fait
par les médias dits mainstream. Donc j'ai dit, comme je suis comme saint Thomas taquin, comme dirait notre porte-parole, ancienne porte-parole, enfin nouvelle porte-parole du gouvernement, j'ai pris mon téléphone portable, puisque mon premier métier c'est journaliste, et journaliste c'est un état d'esprit, et je me suis dit, je vais filmer pour voir exactement de quoi il retourne. Comment ça se passe dans les manifestations ? Vous avez d'un côté les forces de l'ordre, et de l'autre des manifestants. Manifester est un droit constitutionnel en France. Les forces de l'ordre, on n'est pas ici autour de cette table hostile aux forces de l'ordre. Ça n'a pas de sens. Quand je vois les hashtags sur les réseaux sociaux, soutien à nos forces de l'ordre, etc., qu'est-ce que ça veut dire ? Les forces de l'ordre, elles sont au service du pays, elles doivent maintenir, bien sûr, l'ordre républicain, mais elles doivent permettre aux manifestants d'exprimer leur désarroi, leurs revendications, leur désespoir parfois. Et comment ça se passe dans les manifs ? Ça se passe mal. Parce qu'effectivement, qu'elles soient déclarées ou pas déclarées, tout a été essayé. À partir de l'acte 3, on a vu une totale improvisation. Il n'y avait plus d'État ce jour-là. C'était le bazar le plus complet. Ensuite, il y a eu une instrumentalisation justement de cette violence, puisque le gouvernement s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire, on va pouvoir attirer le mouvement des Gilets jaunes vers la violence, en tout cas le démontrer. Et puis il y avait les Black Blocs, et puis il y avait avec tout ça, des médias dociles qui ne font que relayer la doxa gouvernementale, et ça ne se passe pas comme ça. Ce que je voudrais dire, c'est que quand vous êtes en famille dans une manifestation, et que vous avez M. Darmanin ou d'autres qui disent on va faire valeur d'exemple, c'est fait pour terroriser, et on fait des exemples. On crève 24 yeux, je rappelle, 24 yeux qui ont été crevés depuis le début des Gilets jaunes. Combien de mains arrachées, des centaines et des centaines de blessés, des milliers de gardes à vue avec des arrestations préventives et la plupart des gens qui sont relâchés, sans même avoir que soit retenue contre ces personnes la moindre charge. Donc c'est une espèce de manipulation par la terreur. Une fois que vous êtes en famille, que vous êtes gazé, nassé, je le raconte dans mes différents lives, vous comprenez pas encore, le 1er mai, vous avez des dizaines de milliers de personnes, je vais prendre les chiffres pour pas être polémique, d'occurrence, 45 000 personnes, je crois, le 1er mai. Quand vous recevez des grenades lacrymogènes, que vous êtes piétiné par la foule, que vous êtes en famille. Oui, on rappelle l'hôpital La Pitié-Salpêtrière. Et derrière, vous avez une instrumentalisation des images, de manière tout à fait honteuse, scandaleuse, pour La Pitié-Salpêtrière, par d'abord le président de la PHP, par la directrice Agnès Buzyn, ministre de la Santé, par Agnès Buzyn, etc. Par le ministre de l'Intérieur qui a dit j'ai parlé avec les personnels, en fait moi j'ai fait tout le film, on a remonté toutes les images, il est arrivé à 8h moins 10, il a serré deux mains, il a vu le policier qui soit dit en passant, le professeur qui soit dit en passant était le professeur qui suit l'IGPN, qui soigne l'IGPN, et on fait 2 poids 2 mesures. Tous racontent une fable. Heureusement que nous sommes sur le terrain pour pouvoir décrypter, pour pouvoir montrer le réel. Il ne s'agit pas d'être contre les forces de l'ordre, il ne s'agit pas d'opposer. Et pour finir là-dessus, les forces de l'ordre, dont c'est le métier, doivent pouvoir se maîtriser. Parce que quand vous êtes, je peux vous dire, dans une manif, je finis là-dessus André, que vous commencez à être tabassé, gazé, que vous crachez vos poumons, je peux vous dire qu'il faut beaucoup de maîtrise de soi parce que moi-même, je me suis surpris à vouloir être violent et aller taper, moi, sur les forces de l'ordre. Et j'ai dit, je ne peux pas faire ça. Parce qu'on a un sentiment d'injustice, on vient exprimer des choses, et moi, je suis là que pour filmer, pour rendre compte. Je suis traité de la même manière. J'ai reçu des grenades GLI, comme vous le savez, sur le coup. J'ai été visé à 4 mètres en pleine face avec un LBD. J'ai dû hurler pour pas me faire tirer dessus. C'est inacceptable dans le pays des droits de l'homme. Donc, M. Détinger a bien fait ce qu'il avait à faire. Et il faut lui rendre hommage aujourd'hui. Et il faut lui rendre justice. Et on le fera à Sud Radio tant que ça durera et que les choses ne seront tronquées et manipulées. Voilà ce que je veux dire. En tout cas, on continue après une petite pause. Tout de suite. Bougez plus. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Oui, fake news, guerre d'image, guerre de présentation. On en parle avec Antoine Peillon.
journaliste à la Croix, qui vient d'écrire remarquable cœur de boxeur. On en parle avec Philippe Deveul, qui est avocat de Rome Noire et Gilets jaunes, qui est avocat du collectif, et de Gwenaëlle Antinori, dont on a entendu le témoignage, et avec Didier Maisto, qui est le patron de Sud Radio. Et en fait, ce qu'on est en train, à quel on est en train d'assister, on continue la conversation, c'est effectivement qu'est-ce qui se passe, comme quand disait Guy Debord, dans un monde inversé, le vrai devient un moment du faux. Et on a un auditeur, on a William. Bonjour William. 26 300 300. Oui, bonjour, William, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour et bonjour à vos invités. Oui, très bien. Ça me fait plaisir d'être un auditeur fidèle de Sud Radio, puisque vous êtes une radio totalement impartiale et qui savait mettre impartial, et savait mettre le doigt où ça fait mal. Et moi, à vous écouter, et c'est ce qui aurait dû d'ailleurs attirer l'attention de beaucoup de Français et d'électeurs, c'est la rapidité et l'empressement qu'a eu M. Macron et ses ouailles à légiférer sur la loi pour les fake news. Vous savez, ça a été le grand truc. Les fake news. Je suis un gilet jaune. J'étais sur les ronds-points depuis le 17 novembre. Maintenant, je le suis dans le cœur parce que pour des raisons professionnelles, je peux plus me mobiliser mais j'ai assisté aux manifestations. Je suis monté à Bourges, j'ai été à Toulouse, etc. Où effectivement, comme le soulignait un de vos invités, ce n'est pas du tout ce qui est retranscrit par les télés et à la solde de nos grandes puissances financières, BFM, etc., puisque effectivement, bien souvent, elles sont tronquées, comme dans beaucoup de choses. Un jour, j'étais intervenu, M. Berkov, sur la guerre en Irak, où on s'est aperçu que c'était de la manipulation. Et là, avec les Gilets jaunes, c'est une totale manipulation. C'est bien de le dénoncer, et c'est ce que je voulais rajouter. Bravo. Merci William, et c'est ce qu'on essaye de faire ici à Sud Radio. On essaye effectivement, et vous savez, le journalisme, c'est une chose très simple, hein. C'est pas d'avoir réponse à tout, on peut pas avoir réponse à tout, mais on a question à tout. Et ne pas dire que telle ou telle question, ça devient du complotisme. Antoine Peillon, revenons justement à ça, à la manière dont on a présenté tout cela. Cette question des fake news et de ce qu'on peut appeler aussi la post-vérité, on est en plein dedans actuellement, est une question fondamentale. Concrètement, par exemple, Christophe Détinger a pu le vivre, puisque la rumeur s'est propagée dès le 7 janvier, alors qu'il était au commissariat, qu'il était venu avec des gants coqués ou lestés de plomb, évidemment, même pour des blesser. Gants cloutés, et donc ça voulait dire qu'il y avait une préméditation pour casser du gendarme, casser du CRS. La presse, enfin même nos confrères de la radio publique ont aussitôt repris cette soi-disant information. Elle a circulé pendant 3 ou 4 jours, elle s'est même diffusée dans la presse quotidienne régionale. Et quand il s'est avéré que c'était totalement faux, vérifié du fait de l'enquête judiciaire et de la perquisition, il n'y a eu aucun démenti, il n'y a eu aucune rectification par les médias qui avaient propagé cette fake news. Et donc on est dans un régime permanent de propagande, vous le disiez tout à l'heure. Nous avons un gouvernement qui, par rapport à la violence, la question de la violence, inverse, c'est la parole de Debord, inverse la vérité et la réalité. Hannah Arendt, dans le contexte de la justification de la guerre au Vietnam aux États-Unis, a parlé de la vérité de fait. Le travail des journalistes, c'est d'être dans la vérité de fait. C'est pas la vérité simplement d'idées. C'est pas l'idée, c'est pas la vérité ou d'idéologie platonicienne. C'est la vérité de fait. Nous en sommes très loin. Systématiquement, les membres du gouvernement, quand ils font des tweets, parce que ils tweetent plus vite que leur ombre, on l'a vu sur l'affaire Détinger notamment, propagent des fake news. Or, ce sont eux aussi qui nous proposent de légiférer et d'encadrer finalement l'expression libre des citoyens sur les réseaux sociaux. Et ça nous pose une question démocratique fondamentale. Pour finir sur ce sujet, quand on lit les philosophes, tous, Orwell, Hannah Arendt pour citer ces deux-là, il y a toujours articulation entre la violence d'État et le mensonge d'État. C'est la signature de tous les totalitarismes. Et puis ça, surtout qu'il faut rappeler ce que disait très bien Max Weber, et ce que disait, c'est que la violence de l'État est légitime par la police quand elle protège le citoyen. Pourquoi on a accordé à l'État le monopole de la violence, normalement, hein, vous savez que c'est parce que pour protéger les citoyens. Toute la question est là, parce que le fonctionnaire des forces de l'ordre, il a la violence légitime, et Christophe Détinger, il a la violence illégitime. Mais celui qui détient la violence légitime est injuste, parce qu'il s'en prend à une femme qui est faible et qui est au sol. Alors que Christophe Détinger, qui a des actes violents illégitimes, est juste, dans le sens qu'il va défendre quelqu'un de faible, dans ce sens-là. Donc on est dans le symbole, et ça restera un événement dans le symbole. Et à mon avis, et de résistance. Parce que, quoi qu'il en soit, comme l'a dit Didier,
on n'a rien contre les forces de l'ordre. Au contraire, on est respectueux. On est bien content quand il y a un attentat bien ou un content vol de leur courage, de leur implication. Dans la. On aimerait que sur certains délits et crimes, ils aient beaucoup plus de moyens et soient beaucoup plus soutenus par le gouvernement. Exactement, on est tout à fait d'accord là-dessus, bien sûr. Et les 4000 fonctionnaires de police qui manquent parce que ces suicides, c'est inacceptable. Absolument. Et quand on voit ministre de l'Intérieur qui dit il y a une ligne, on peut appeler 24 heures sur 24. Non, c'est pas ça. Et ça n'est pas un hasard que le peuple soutienne les forces de l'ordre. Quand on a des soutiens aux forces de l'ordre, quand on a rejoignez-nous, c'est qu'il y a. Non, mais la question, effectivement, est celle du légal et du légitime. Voilà. C'est Créon contre Antigone. À un moment, il y a des lois naturelles. C'est tout à fait le caractère de Christophe Détinger. Vous voyez une vieille dame qui se fait agresser dans la rue. Vous voyez quelqu'un qui se fait violenter. Vous voyez quelqu'un qui s'apprête à se faire violer. Vous réfléchissez pas si c'est bien, si c'est mal. Ça vient des tripes. Et c'est ça, être français. Et c'est ça l'honneur de la France. Et je rappelle, c'est ça être humain. C'est pour ça que être français, c'est aussi quelque chose d'universel. Enfin, du moins, c'était. Bon, c'est quelque chose entre le relatif et l'absolu. Et c'est ça parfaitement quand les deux coïncident. Et c'est tout le débat. C'est tout le débat. Je suis en train de regarder l'hommage aux 2 soldats morts. Et je détourne mon regard parce que j'aurais envie de pleurer quand je vois ce qui est en train de se passer. Au moment, il y a des ordres qui sont légaux, mais qui sont illégitimes. Et ce que ressent le peuple, ce que ressentent les Français à l'occasion des Gilets jaunes, même s'il y a cette terreur qui les incite à ne plus aller dans la rue, c'est que justement, les choses sont plus équilibrées qu'elles n'y paraissent, et qu'on veut faire porter le chapeau à des gens en les désignant dès le début à la vindicte populaire, factieux, séditieux, antisémites, foulaineuse, etc. J'en passe, et des meilleurs. C'est la diffamation. Vermine, rats, sous-hommes, tout ce qu'on a entendu, non seulement par les responsables politiques, les gueux, mais relayé par 90% des médias. Mais il faut quand même le dire, la violence, grave, elle est de ce côté-là. Donc à un moment, quand vous avez des gens qui se mobilisent dans la rue et qui disent « Oui, mais moi, regardez, ce type, il est allé sauver quelqu'un ». Les gens qui étaient témoins, il y avait des centaines de témoins. Encore et ceux qui sont, et ceux qui sont, c'est ce que j'allais dire, qui sont derrière un écran, bien confortablement assis sur leur canapé, qui disent « Ah, quand même, les images de BFM, on a bien vu, etc. » On n'a rien vu du tout. Parce qu'avec des images, moi, je vous fais pendre, je vous fais condamner à mort. Comme Fouquier-Tinville. Voilà, exactement. Mais je voudrais juste dire quelque chose à ce moment-là. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le Retour des peuples. C'est pas pour en parler, mais je suis tombé sur et je vous conseille à tous, auditeurs de Sud Radio, vous tous qui l'avez, le livre de l'abbé Sieyès, écrit en janvier 1789 pour les États généraux. Et c'est extraordinaire, parce que vous avez l'impression, comparaison n'est pas raison, qu'est-ce qu'il dit? Il dit oui, le clergé et la noblesse, vous nous traitez de faquins, vous traitez les gens de fainéants, vous traitez les gens de... C'est exactement la même chose. Sur le tiers-état. Et sur le tiers-état, bien sûr. Et il dit ce tiers-état, ce bande de gueux, de manants, etc. Et alors, justement, il dit, mais vous osez, mais vous utilisez la violence. Effectivement, ils sont pas allés à la Bastille pour manger du saucisson pinard. Ils sont allés à la Bastille parce qu'à un moment donné, si vous ne bougez pas, on sait très bien qu'on vous accordera rien. L'histoire se renouvelle à chaque fois, c'est pas nouveau ça. Alors je dis pas que la violence doit être légitimée en tant que telle, surtout pas avec les casseurs et les pierres, mais enfin quand même il faut raison garder et surtout, et quand vous disiez qu'ils sont très peu, 50% des Français approuvent encore maintenant, 6 mois après les Gilets jaunes. Combien de policiers éborgnés, combien de mains arrachées dans les forces de l'ordre, combien d'enquêtes IGPN bouclées? Aucune. Combien de forces de l'ordre condamnées? Aucune. Combien de vies brisées et de familles brisées dans les Gilets jaunes? Des milliers. Voilà. Et celle de Christophe Détinger est une vie de sa famille, de son épouse, de ses 3 enfants, 2 fois 13 ans et 10 ans, et de mon point de vue, un calvaire. C'est une honte. Je l'ai au téléphone hier après-midi, il n'est pas 17h, il s'apprête à partir, il va quitter son domicile, il va faire 1 heure de route pour rejoindre un centre carcéral indigne du point de vue de l'hygiène, du point de vue de la façon dont il est traité. Il y passe la nuit. Pourquoi faire? Et il revient le matin à 8h et il se retrouve seul chez lui. Alors il travaille à partir de lundi, ce qui est une très bonne nouvelle. Mais il est traité de façon absolument indigne et illégitime par rapport à ce qu'il a fait. Ce qui pose la question, j'ai Philippe Deveul en face de moi, j'en profite, du zèle de la justice française. On va en parler. C'est tout à fait inédit, je dirais. Oui, absolument. Dans la 5e République. La violence judiciaire. On peut en parler. On va parler de toutes les violences dans un instant. La région.fr. Ici, Sud
Sud Radio. Les Français parlent aux Français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Et oui, nous avons en ligne Yvan Le Bolloc. Salut Yvan, comment vas-tu ? Très bien, bonjour. Bonjour Yvan. Alors je précise pour nos auditeurs qu'on ne se connaît pas depuis très longtemps, qu'on a par les Gilets jaunes sympathisé et qu'on a une cause commune, essayer de dire la vérité aux Français et de montrer ce qui se passe réellement dans les divers actes des Gilets jaunes. Et tu voulais dire quelque chose, on s'est parlé hier au téléphone sur Christophe Détinger notamment. Oui, hier je t'ai dit dans un souffle, et je sais c'est mal, je sais que c'est mal, mais quand j'ai vu Christophe Détinger sur la passerelle avancer à main nue, vers quatre gardes mobiles, et les tenir en respect et distribuer ça et là quelques ramponneaux, franchement, je sais c'est mal, hein, mais j'ai eu un peu de plaisir. Je sais c'est mal de penser ça parce que évidemment que les forces de l'ordre c'est sacré. Évidemment qu'on ne lève pas la main sur un gendarme ni sur un policier. Évidemment. Mais quand même. Est-ce que c'est mal aussi alors d'avoir des envies de mettre des fessées à Carlos Ghosn et à ses invités quand ils font la fiesta à Versailles ? Est-ce que c'est mal d'avoir envie de distribuer des gifles à un sénateur qui te dit que le glyphosate c'est pas plus dangereux que la charcuterie ? Voilà. Non, mais c'est toute la question, effectivement, de la légitimité des forces de l'ordre. Si on est nombreux à avoir ce sentiment, c'est qu'il y a, effectivement, on parlait tout à l'heure de distorsion, c'est qu'il y a une distorsion avec ce qu'on a appris à l'école, avec quoi on a été élevé, avec le respect des forces de l'ordre, le respect de la République, le respect des institutions. Et cette violence, on est nombreux en tout cas à la trouver illégitime. Donc du coup, on est partagé entre le respect des forces de l'ordre et ce côté de Christophe Détinger, un peu Robin des Bois, on dit lui il l'a pas volé, parce que finalement, comme il n'y a pas de solution politique, le dernier rempart, ce sont les forces de l'ordre, avec un blanc-seing aujourd'hui qui est donné notamment par le ministre de l'Intérieur, un blanc-seing pour faire à peu près n'importe quoi, parce que de toute façon, les gens ne sont pas jugés, ils n'ont même pas leur matricule. C'est pour ça que le problème, il n'est pas là, c'est pas les forces de l'ordre, ils exécutent des ordres, il faut quand même le dire. Cette histoire est d'abord politique. Si on ne dit pas ça de façon claire, on passe à côté de la réalité. Ils ont des ordres. Juste, je raconte quelque chose. Yvan, tu restes en ligne. Hein. Ouais, reste en ligne. Juste, je voudrais raconter, il y avait le 1er mai, un rassemblement pour Julian Assange, vous savez, le grand lanceur d'alerte, etc. Très rapidement, il y avait 50 personnes, place de la Madeleine, devant l'église. 50 personnes, non, évidemment, des armes, ni gilets jaunes, ni Black Bloc, ni rien du tout. Au bout de 2 minutes, j'étais là, et il y a 250 voltigeurs arrivaient, vraiment Robocop, complètement, encerclant la Madeleine, il y avait 40 personnes, et disant, maintenant vous dégagez. Je dis, attendez, c'est pas une manif, c'est rien, il y a personne, il y a même pas des lunettes pour se protéger, rien du tout. On est là pour Julian Assange. Il dit, oui, mais ça t'est égal. Et je suis allé voir là, je dis, attendez, pourquoi vous dégagez? Ça n'a rien à voir avec ce qui se passe ailleurs. Pourquoi vous faites ça? Et il dit, on a des ordres. C'est-à-dire il faut la courroie de transmission. Qui fait et qui décide de dire open bar, allez-y les gars. C'est ça le problème. Il y a même des ordres par omission, disons. Comme il y a des mensonges par omission. Parce que le tir sur les visages et les éborgnements, alors que dans la déontologie policière, c'est absolument interdit. Comment se fait-il que des policiers, quand on leur pose la question, répondent « Ah ben non, j'ai le droit de le faire ». Aucune instruction n'est donnée par la hiérarchie pour ne pas viser les visages et ne pas viser les yeux. Ah oui, on ne dit rien. Et non seulement on ne dit rien, mais ensuite, quand on nie, c'est-à-dire qu'un ministre de l'Intérieur dit « Non, il n'y a pas de violence policière », dit qu'il y a eu 2 éborgnements au moment où David Dufresne en a comptabilisé déjà plus d'une 20aine. On est dans un message qui est passé aux forces de l'ordre, qui ne sont pas tous forcément structurés pour bien comprendre les choses, qu'ils sont dans l'impunité, qu'ils sont dans le jargon du métier, couverts pour faire ce qu'ils font. Tout le monde l'a compris, c'est une évidence pour tout le monde. Yvan, toi qui suis aussi les Gilets jaunes depuis un certain temps, comment tu ressens les choses de l'intérieur par rapport à cette violence
j'allais dire pas policière, mais on peut dire de la violence d'État, puisqu'on a reçu Emmanuel Langlois, Alexandre Langlois, pardon, qui disait en fait, il faut arrêter de parler de violence policière, c'est de la violence politique. Est-ce que tu es d'accord avec cette présentation ? Pour avoir subi les assauts des forces de l'ordre lors du 1er mai, puisque j'étais dans la manif de la CGT, dans le cortège de tête, et après avoir vu de mes yeux un gradé appelé à un carrefour alors qu'on avançait péniblement et que c'était déjà très difficile parce que les forces de l'ordre étaient extrêmement nerveuses. Et il avait déjà prouvé en tout début de défilé, puisque le cortège de tête avec Monsieur Martinez, le secrétaire général, je l'appelle Pépito, devinez pourquoi, a été chargé mais ils étaient à 3 mètres. À 3 mètres, la police était à 3 mètres, et ils ont chargé le cortège de tête de la CGT. Alors qu'ils avaient les brassards, ils étaient extrêmement... Ils se connaissent en plus. Je veux dire, les services les policiers connaissent évidemment le service d'ordre de la CGT. Ils se voient au moins une fois par an, et quand il y a des conflits sociaux, plusieurs fois par mois. Donc ils se connaissent. Donc ce qui bat en brèche, Yvan, la théorie qu'on veut nous vendre. Le mouvement n'est pas structuré. Ah, si vous aviez un service d'ordre. Ah, si vous aviez des leaders. Ah, si vous aviez des porte-paroles. On voit bien qu'avec quand même la manifestation du 1er mai, qui est une manifestation traditionnelle en France, la fête des travailleurs, ça se passe strictement de la même façon, et on voit bien que le problème est politique et non pas simplement dans le maintien technique de l'ordre. Ça a été pire que jamais le 1er mai. Le 1er mai, ça a commencé à 13h. J'y étais, j'ai été voir les street medics qui avaient relevé leurs premiers blessés dès 13h. Absolument, le départ de la manifestation devait commencer à 14h, 14h30. Et on a été nassé. Il y a eu délibérément ordre, et je les ai entendus, de ne pas laisser passer la manifestation au-delà de Port-Royal. C'est ça. Or, il y avait tellement de monde qu'ils ont été obligés de considérer qu'ils ne pouvaient contenir que au moins jusqu'à Gobelin, et finalement, ils ont mis le paquet au niveau de la Salpêtrière. Mais il y avait ordre de casser dès le départ cette manifestation, comme ça avait été le cas le 1er mai de l'an dernier. Oui, absolument. Et alors qu'il n'y avait pas de gilets jaunes. L'histoire, non. J'ai vu de mes yeux les Black Blocs. Les forces de l'ordre laissaient passer les provocateurs, laissaient passer les soi-disant Black Blocs. Il y a deux choses quand même. Ça, c'est vraiment un point sur lequel on ne répète jamais assez. On pense qu'on radote, mais il faut le répéter. J'ai eu mon compte, par exemple, Twitter supprimé le lendemain où le soir même, j'avais mis des vidéos, un certain nombre, j'avais des images inédites, où l'on voyait des forces de l'ordre infiltrées, déguisées, grimées, travesties, soit en gilet jaune, soit en Black Bloc, soit en reporter. Est-ce que c'est le rôle d'une police républicaine ? Est-ce que ça fait partie de ses missions et de son code de déontologie ? De ce point de vue, vous en êtes sûr, Didier ? Mais tout le monde le voit. Il suffit d'avoir fait des actes. Au début, c'était peut-être au cours de l'acte, ça devait être l'acte 10. J'étais aux Invalides. On m'avait dit ça n'existe pas. Et j'ai pu suivre 3 policiers infiltrés. Je les ai vus parce que je les avais repérés, discuter avec des gens en voiture et à moto, des policiers. Et puis, après, on m'a dit, ah oui, ça existe, c'est pour votre sécurité. Premier. Ensuite, on a vu des gens, alors c'est toujours très compliqué, les Black Blocs, pas les Black Blocs. Quand vous avez un policier de la BAC en noir, quelque part déjà, il y a une attitude qui veut en découdre un peu avec les gens embarqués, le jean déchiré, mal fagoté, pas du tout d'uniforme, pas du tout de matricule, souvent pas de brassard, qui viennent vous défier comme ça au moment où c'est tout calme. C'est qui ces gens-là ? Vous savez qu'ils font... moi, je suis tireur sportif. C'est très compliqué de faire du tir. Il faut être hyper concentré. Et à la moindre bêtise, un millième de seconde d'inattention, vous pouvez vous blesser ou tuer quelqu'un. Ce sont des gens qui font 5 tirs de LBD tous les 3 ans. Tous les 3 ans. Pourquoi ? Parce que ça coûte cher. Vous vous rendez compte ? Donc, c'est-à-dire qu'on donne des armes de guerre que l'ONU... pour lesquelles l'ONU nous vilipende et nous condamne, pour lesquelles l'Europe est en train
de s'émouvoir. Le fabricant lui-même dit, attention, il ne faut pas donner ces armes de guerre, c'est du calibre 40, pas avec ses munitions, etc. Et on donne ça à des gens irresponsables, qui ne savent pas faire du maintien de l'ordre et qui tirent sur la foule. Juste un mot, voilà juste la un mot, réalité. Parce que nous arrivons en fin d'émission, on aurait pu parler pendant 2 heures. Je voudrais que Philippe Deveul nous dise la justice par rapport à ça. Très rapidement, qu'est-ce qui se passe au niveau de la justice ? Il faut partir du début, c'est-à-dire la circulaire du 22 novembre de Madame Belloubet, ministre de la Justice, qui donne des injonctions aux magistrats du parquet, aussi bien le procureur de la République que les procureurs généraux, et aussi aux magistrats du siège. Ce qui est tout à fait scandaleux, ce qui est une violation de la séparation des pouvoirs. Il faut savoir que les gens du siège sont indépendants. Ils sont indépendants. Absolument, ils sont indépendants. Et ça, j'ai eu une discussion avec un éditorialiste sur LCI qui m'a dit non, pourquoi pas. J'ai dit non, un juge du siège est indépendant et il rend la justice au nom du peuple. Donc instruction Nicole Belloubet aussi bien au parquet qu'au siège. Exactement. Ouais. Et cette circulaire dispose qu'il faut rendre une justice rapide et quasi exemplaire pour les gilets jaunes, alors que on sait très bien, on en parle, des délinquants qui sont connus, qui sont des récidivistes, sont condamnés à des peines de prison avec sursis, alors que le gilet jaune qui n'est pas un délinquant, qui n'a pas été condamné, fait de la prison ferme. C'est profondément injuste. C'est une justice politique. C'est scandaleux dans notre pays. C'est injuste. Et c'est le cas tous les week-ends où je me rends pour les gardes à vue, sauver des gens, sauver des libertés, c'est la liberté, voilà. Donc il y a une application. Juste pour finir, je voudrais, parce qu'on en parlait pendant la pause, Antoine, nous citer les paroles d'une chanson qui, je trouve, concorde parfaitement avec la situation. Eh oui, c'est la fameuse chanson de Souchon, Foule sentimentale. Moi, quand je suis dans les défilés des samedis, je vois une foule sentimentale, des gens pleins de sensibilité, d'humanité. Il faut voir comment on nous parle, comment on nous parle et maintenant comment on nous tabasse. Mais je veux souligner que des gens comme Christophe Détinger, tous ses amis, et la plupart, 95% des Gilets jaunes, sont une foule sentimentale. Ce sont des gens qui portent l'humanité en leur bandoulière. Voilà. Merci à tous, merci André Berkoff, vous tous qui nous avez écoutés sur Sud Radio. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast sur sudradio.fr. Je voudrais remercier nos invités, et puis aussi celui qui nous invite tous, Didier Maïsto, PDG de Sud Radio. Merci à vous Antoine Peillon. Je rappelle que vous êtes journaliste à La Croix et que vous publiez ce livre aux éditions Les Liens qui libèrent. Ça s'appelle Cœur de boxeur. Merci à vous et merci à vous Philippe Deveul, avocat et avocat notamment de Gwenaël Antinori Le Joncourt qu'on a entendu dans l'émission, que nous remercions par ailleurs. Merci enfin à Yvan Le Bolloc, à suivre sur Sud Radio. La journée continue avec Jacques Pessis qui reçoit aujourd'hui le dessinateur Christian Binet. C'est le père des célébrissimes Bidochon. À tout de suite sur Sud Radio.